Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. L'année 2023 vient tout juste de se terminer et nous allons tenter de dresser un premier bilan en matière d'assurance vie. Alors nous n'avons pas encore de chiffres officiels, mais pour autant nous pouvons quand même nous poser la question de la stratégie que l'on peut avoir vis-à-vis de cet investissement ou en tout cas de ce véhicule d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président de Maison Laplace. Alors beaucoup de questions sur l'assurance vie, le niveau de collecte, les bonus peut-être qui seront ou qui ont déjà été réalisés pour bonifier un petit peu les rendements de fin d'année. Mais peut-être avant d'aller sur des questions très investisseurs, un mot sur l'assurance vie au sens large et le cadre que cela offre lorsque l'on veut gérer son patrimoine ou préparer sa succession par exemple. Mais c'est important de le rappeler, parce que l'assurance vie, c'est un véhicule original de placement où vous confiez vos capitaux à l'assureur, à charge pour lui de le fructifier selon deux grandes orientations de gestion. Soit un fonds euro, on va en reparler, bien sûr, soit des unités de compte qui sont elles-mêmes représentatives d'instruments financiers que sont des CPI, des SICAV, des OPC, du prêt equity aussi aujourd'hui. Donc tout un tas d'instruments différents, des MTM également. Donc tout ça pour rappeler le point fondamental, c'est une créance que l'on détient contre un assureur. Je confie mon argent à un assureur à charge pour lui de le faire fructifier selon les orientations de gestion qu'on a définies. Mais c'est bel et bien une créance. C'est-à-dire que je me délaisse de capitaux entre les mains de l'assureur. Et s'il fait défaut, eh bien, moi, je ne perdrai mon argent, sauf la garantie, bien évidemment, qui est, à mon sens, un peu illusoire. Est-ce qu'on peut parler d'un cadre protecteur? On le lit souvent dans la presse, cadre protecteur de l'assurance vie. C'est pourquoi? C'est d'un point de vue fiscal, d'un point de vue protection du patrimoine? Qui est important. Donc, c'est que l'assurance vie est dérogatoire du droit commun. Dérogatoire du droit commun en matière d'impôt sur le revenu. Bien sûr. À la fois, parce que la fiscalité, même s'il y a la flat tax, mais au bout de 8 ans, il y a une petite carotte fiscale, aujourd'hui, quel que soit le montant qu'on y affecte. Dérogatoire en matière de transmission successorale, puisqu'on est en dehors du cadre de dévolution successorale légale. Il est hors la succession. L'article L132 et L113 du Code des assurances nous le précise bien. Dérogatoire aussi parce que les capitaux qui sont placés au sein de l'assurance vie sont insaisissables en tant que tels. Donc on voit qu'il y a un mécanisme original qui est, et je répète une nouvelle fois, dérogatoire du droit commun. Quand vous dites que c'est une créance, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre son argent quand on est dans une assurance vie, quand on l'a placé dans une assurance vie, parce que de toute façon, la compagnie d'assurance nous devra cet argent, ou au moins le capital? Sauf si la compagnie d'assurance, elle fait défaut. D'accord, bien sûr. Dans quel cas, il y a une protection. Il y a une protection qui est offerte par l'ensemble des assureurs. Donc il y a un fonds de garantie. Mais ce fonds de garantie, l'assurance vie, 1900 milliards d'euros d'encours, c'est énorme. Donc, mais dans les 1900 milliards d'euros, il est évident que le fonds de garantie ne représente pas du tout ce montant-là. Il représente peut-être même pas, je crois, 3-4 milliards d'euros. Donc ça fonctionne s'il y a une compagnie qui fait défaut. Mais s'il y a un ensemble de compagnies qui fait défaut, il est évident que là, nous sommes en risque systémique en éclatement. Mais on n'est pas à ces niveaux-là. Donc, puisqu'aujourd'hui, les ratios de solvabilité qui sont notés, qui nous permettent de noter, de définir, parce que l'assurance vie, on rappelle que Solvency 2 a augmenté le ratio de fonds propres nécessaire pour les assureurs. Aujourd'hui, on est à 233% de ratio de solvabilité, c'est-à-dire qu'on est à un peu plus de 2 fois le capital nécessaire pour faire face aux engagements de l'assureur. Donc il n'y a pas de risque zéro, mais c'est plutôt rassurant quand même sur la situation à l'heure actuelle. C'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est un petit peu de tenter de comprendre un petit peu ce qui se joue sur cette année 2023 en matière d'assurance vie. On a pu lire qu'il y avait des risques de décollecte. D'autres disent que non, ça continue à collecter. Qu'est-ce que vous constatez, vous, au quotidien? On n'a pas encore donc, les chiffres définitifs. Je les ai pris chez France Assureur. Bien sûr. Donc, chez France Assureur, on a une collecte positive, donc 127 milliards fin octobre, donc c'est le dernier chiffre que on a, 127 milliards de collecte, et puis 125 milliards de prestations, puisque c'est un véhicule qui a aujourd'hui déjà une dizaine d'années, une quarantaine d'années même, donc quand je dis des dizaines d'années. Et donc il y a des rachats, il y a 2 raisons pour lesquelles les capitaux partent de l'assurance vie. Rachat en cas de vie, donc vous décidez de retirer une partie de l'épargne car vous en avez besoin par ailleurs, ou rachat donc en cas de décès, donc le bénéfice de l'assurance étant octroyé aux bénéficiaires que vous avez désignés. Et donc il y a 125 milliards de sorties, 127 milliards de rentrées, donc on voit qu'on a une petite collecte positive de l'ordre de 3 milliards, mais cette collecte, elle est inférieur à ce qu'on avait pu connaître. J'ai regardé en chiffre de 2022, on avait une collecte nette de 8 milliards 4, mais en 2021, on avait 18 milliards de collecte positive. Alors évidemment, il y a aussi le PER qui est arrivé. Bien sûr, qui concurrence quelque part. Et qui fonctionne bien. Donc là, c'est hors véhicule du plan d'épargne retraite qui sont émis par les assureurs. Et on sait qu'il y a un peu plus de 5 millions de nos concitoyens qui ont des PER, formidable instrument pour compléter le besoin que l'on aura lorsqu'on partira à la retraite. Mais donc, une collecte nette, donc, qui est positive.
Une collecte nette positive. Pour autant, les fonds en euros. Alors, si on parle des fonds en euros, parce qu'il y a deux stratégies, effectivement. Il y a tout ce qu'on va mettre sur un fonds en euros, avec l'idée que c'est du sans risque ou presque, mais qu'on perdrait une partie de la rentabilité. Je dis ça exprès, parce que c'était l'idée qu'on a eue pendant des années. Et ensuite, l'unité de compte où on allait chercher de la performance. Aujourd'hui, on voit des fonds en euros qui voient des taux bonifiés. Alors, ça relève peut-être plus de la stratégie commerciale que d'un... Non, mais c'est une réalité aussi. Donc, il faut quand même comprendre que le fonds en euros, c'est un peu plus de 500 milliards dans les 1900 milliards qu'il y a en assurance vie, donc c'est quand même une dominante importante, même si la part d'unité de compte augmente d'année en année et dilue corrélativement la part de fonds en euros, ça représente quand même des montants importants puisque c'est un peu plus de 1400 milliards sur les fonds en euros. Et c'est quoi un fonds en euros ? Un fonds en euros, c'est un paquebot. C'est un paquebot qui est géré par l'assureur et qui prend des engagements de long terme. L'assurance vie, c'est sur du long terme. Et donc l'assureur qui détient dans l'actif garanti, donc par la compagnie, et je rappelle qu'on garantit le capital, on ne garantit pas un niveau de performance. Donc l'actif qui est garanti détient à peu près 80% d'obligations, dont un peu moins de la moitié, 45% en obligations corporate et 55% en obligations souveraines. Or, il s'avère que l'année dernière, en 2022, enfin là, on est en 2024, début d'année, donc en 2022, on a eu le plus fort crack obligataire depuis 1874. Bien sûr. Alors pourquoi ça n'a pas eu d'incidence dans les fonds garantis ? Parce que l'assureur n'est pas en mark-to-market, il est en mark-to-model. Il n'a pas besoin de constater dans ses livres la dépréciation à l'instant T de l'obligation sous-jacente qui est inscrite dans cet actif garanti. C'est la raison pour laquelle il n'a pas de contre-performance sur le marché obligataire, puisque si jamais en 2022 on avait un moins 14, moins 15 sur le marché obligataire, eh bien on devrait avec 80% d'obligations avoir un moins 10 à moins 11. Parce qu'il a acheté des obligations avant 2022 qui auraient pu voir leur valorisation baisser, mais comme effectivement elles ne sont pas arrivées à échéance, il n'a pas besoin de le constater dans ses livres. La dépréciation de la valeur. Quand vous achetez, rappelez-vous, en 2013-2022, on a mis 9 ans pour passer de 3% à 0. Bien sûr. Et puis en 2022, depuis avril 2022, et si on ne raisonne que sur la période 2022, on a mis 9 mois pour passer de 0 à 3%. Bien sûr. Donc on voit une asymétrie parfaite entre la baisse des taux lente et la forte progression du marché obligataire qui a amené le crack que nous avons connu. L'assureur, lui, s'il devait vendre son obligation, il se verrait dans l'obligation de constater la perte bien sûr. des résultats. Oui, bien sûr. Mais si jamais il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il est un modèle qui permet de constater, de calculer sans prendre en considération la dépréciation de la valeur à l'instant T. C'est-à-dire qu'on est en valeur historique et pas en valeur de marché. Ça, c'est le premier point. Puis, le deuxième point, c'est qu'il y a des matelas protecteurs. Il y a des participations pour bénéfice. Donc, et je rappelle que les participations pour bénéfice, c'est une réserve qui est mise. Ça représente à peu près 5% aujourd'hui du gisant de 1900 milliards. 5%, enfin de 1400 milliards parce qu'on est sur le fonds en euros. Bien sûr. Donc 5% qui sont constitués de participations pour bénéfice. Ces participations pour bénéfice, on a 8 ans. Pour l'assureur à 8 ans pour la distribuer. Il y a des réserves de capitalisation aussi, qui sont un peu moins de 2%. Et puis, il y a des plus-values latentes sur le marché obligataire, on parlait de 80%, puisqu'ils sont quand même les assureurs, depuis le temps qu'ils détiennent ces obligations, légèrement en gain. Et heureusement. Et puis, il y a des plus-values latentes sur l'immobilier, des plus-values latentes sur... c'est ce qui vient alimenter les bonus qu'on peut voir aujourd'hui proposés par certains assureurs. Non, ça ne vient pas de là ? Non. Qu'est-ce qui fait que les assureurs, aujourd'hui, ils ont envie de collecter ? Ils ont envie de collecter parce qu'ils ont envie d'acheter des obligations au prix de marché aujourd'hui. Parce que les rendements sont plus élevés. Parce que les rendements sont plus élevés. L'OAT 10 ans, le souverain 10 ans, il est à 3,30. Le marché même monétaire, aujourd'hui, il est à des niveaux qui sont forts. Rappelons-nous, on est à 4% de taux directeur sur la BCE. Ça veut donc dire qu'on a du 3,5, 3,60, 3,70 sur le marché monétaire, sur une bonne SICAV monétaire. Bien sûr. Et donc, l'assureur veut capter des lapins, capter des liquidités pour pouvoir acheter ces obligations. Et l'on sait qu'on va avoir des baisses de taux qui devraient arriver. On anticipe l'ensemble des marchés, cette baisse de taux des taux directeurs de la BCE et de la Fed à horizon 2024, 2025, plutôt. Pour bien comprendre ceux qui nous écoutent, là, on est sur un niveau de taux, effectivement, entre 3 et 4%. Si jamais des assureurs aujourd'hui achètent des obligations souveraines, que les taux venaient à rebaisser demain, la valorisation de ces obligations augmenterait mécaniquement. Exactement. Et donc du coup, les assureurs ont tout intérêt à les acheter aujourd'hui. Ils ont intérêt à cristalliser, mais comme les particuliers, bien sûr, obligations souveraines ou obligations corporate. Bon, si on anticipe une baisse des taux, c'est-à-dire que les taux directeurs vont passer de 4 à peut-être 2,5 dans 18 mois. C'est un consensus. Donc, eh bien, cristalliser aujourd'hui sur une période qui est longue, 3 ans, 4 ans, 5 ans, des taux à 4, permet d'anticiper la baisse future des taux directeurs. Et donc, c'est très simple, le particulier doit se poser la question suivante. Je préfère avoir du 3% ou du 2%. Je préfère avoir du 3%.
C'est la raison pour laquelle, à risque équivalent. À risque équivalent, hein, puisque bien sûr, il y a le risque d'émetteur. Donc, et puis il y a la duration aussi. Donc, la durée pour laquelle l'obligation a été mise. Si je préfère avoir du 3, donc plutôt que du 2, qui va acheter mon obligé à 2 ? Ben, mécaniquement, la valeur faciale de l'obligation va descendre. Bien sûr. Quand il y a une hausse des taux, donc il y a une baisse de la valeur des actifs obligataires qui ont été émis avant la hausse des taux. Et quand il y a une baisse des taux, il y a une hausse de la valeur de l'obligation qui a été achetée. Raison pour laquelle les assureurs aujourd'hui veulent se constituer à bon compte des paniers obligataires qui vont permettre de redorer un peu leur blason et de reconstituer des réserves. Donc les taux bonifiés, c'est un moyen de se créer des liquidités et de collecter des liquidités pour aller acheter effectivement ces obligations qui vont offrir le rendement de demain, par exemple. Exactement, et de permettre à l'actif garanti d'avoir une rentabilité qui soit un peu supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Mais je crois que sur le marché obligataire, après nos analyses, on a un peu plus, sur les obligations, on a un peu plus de 3% de rentabilité encore. Mais alors, pour bien comprendre, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien, on n'a pas de boule de cristal, Benoît Lombard, mais on a vu des fonds euros qui rémunéraient très peu. On était sur du 0, 0,5, 1%. Si aujourd'hui, on achète des obligations dans un contexte de taux élevés et que demain, les taux baissent, est-ce que on va revenir sur des fonds euros qui ne rémunèrent plus, ou est-ce qu'il faut se dire que sur les 10 prochaines années, si les assureurs collectent suffisamment aujourd'hui, on aura du fonds euro qui rémunérera ? Mais tout dépend des taux futurs. Ce qui est certain, c'est qu'on a connu une lente érosion de la performance des fonds euros à tel point que ça ne couvre pas de l'inflation. On a vu en 2022 une forte baisse donc de rentabilité des fonds euros versus l'inflation. Même si jamais il y a une hausse de la rentabilité, parce qu'on était en dessous de 2,92 de mémoire, tandis qu'on était bien en deçà en 2021. En 2023, on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va faire les assureurs ? Les assureurs, ils vont puiser dans leurs réserves. Les réserves globales, participation pour excédent, participation pour bénéfice, plus-value latente, réserve de capitalisation, c'était à peu près 14% fin 2021. Fin 2022, on était à un peu plus de 11%. Bien sûr. Oui. Donc une baisse de 22% du stock des réserves. Qu'est-ce qui va se passer en 2023 ? On attend le résultat des assureurs pour essayer de juguler la baisse relative de leur portefeuille. Ils vont puiser dans leurs réserves pour avoir un taux de fonds euros compétitif. Mais ils ne pourront pas le faire encore pendant 4-5 ans parce qu'il n'y a plus à avoir de réserve après. Donc ils ont besoin de reconstituer aujourd'hui un gisant de réserve, raison pour laquelle ils offrent un bonus. Rapidement, sur les unités de compte, est-ce qu'il y a des stratégies particulières aujourd'hui sur l'assurance vie ou ça dépend vraiment de son profil de risque ou son profil d'investisseur ? Pour moi, mieux qu'un fonds en euros, constituer un panier d'obligations corporate, vous allez avoir la rentabilité que vous ne pouvez pas vous donner fonds euros pour le même niveau de risque, voire même un risque inférieur. D'accord. Là, ce n'est pas garanti par l'assureur, mais c'est bel et bien le gérant de l'unité de compte qui doit essayer d'être un peu plus malin que l'assureur dans le cadre de son fonds euro qui est sur un horizon long terme. Constituez-vous un panier d'obligations corporate, vous allez avoir une rentabilité sur des investment grade, vous êtes autour de 4,5-5, sur du high yield, 6,5-7, c'est plus risqué, un peu plus risqué, ouais. 6,5-7 sur un panier diversifié. Et là, on va avoir une rentabilité qui n'a rien à voir avec celle du fonds euro. On peut aussi regarder l'immobilier, puisqu'il y a une forte baisse. Et là, les SCPI n'ont pas descendu, n'ont pas eu la dégringolade la plus élevée, en tout cas pas celle qui est en phase avec le marché. Il y a des SCPI qui sont très bien comportés. Regardons aussi bien sûr le marché action sur du long terme. Et puis le private equity, toujours qu'on peut loger au sein du véhicule assurantiel, qui s'y prête bien, puisque c'est un investissement par hypothèse et par définition sur du long terme. Là, pour le coup, oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, on est quand même sur du long terme, sur des investissements de long terme. Il faut l'avoir en tête, même si effectivement on peut faire des retraits sur son assurance vie. Si on va vers du private equity ou autre, il faut garder sur le long terme ce type d'investissement. Mais on peut, sur des contrats d'assurance vie moderne, choisir, sélectionner le fonds qu'on va désinvestir dès l'instant où on a besoin de liquidité. Si vous avez besoin de 100%, il est évident que cette question ne se pose pas. Si vous avez besoin de 10%, mettez vos 10% sur du fonds euro, une sécurité monétaire. Une sécurité monétaire, c'est pas idiot. Une sécurité monétaire, ça donne une rentabilité qui est supérieure à celle qu'on devrait avoir sur la moyenne des fonds garantis au titre de 2023. La sécurité monétaire offre un bon rendement aujourd'hui. Peut-être pas idiot, mais on cristallise pas le taux là. Merci beaucoup Benoît Lombard de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Maison Laplace. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve dans l'œil du CGP.